Je sais pas, j'ai pas mis la solution. Oh, je croyais que j'avais mis la solution, que j'avais mis le corrigé, mais je vois que non. Alors, ça donne quoi? Oui. Et la roche B? Donc effectivement, on va identifier les deux roches principales de l'ophiolite d'Aumont. Donc, une, vous avez du mal à les placer ou ça allait? Non, vous êtes habitué maintenant, qu'on a fait les textures de sol. Donc, une lerzolite, le manteau, une, une arsburgite, et donc bien sûr, après, l'objectif, c'est faites nous raconter l'histoire de cette roche. Oui. C'est l'inverse, j'ai pas trop compris comment on connaît pour les classer. Je compte que les OPX et CPX, ils sont, je sais pas, des extrémités, du coup, j'ai du mal à voir. Ils sont toujours. Donc, par exemple, si tu veux avoir la teneur en orthopyroxène, tu sais que ici c'est 100% et que les graduations vont de 10 en 10. Donc, par exemple, si tu veux 15% de clinopyroxène, il faut que tu prennes, hein, il faut que tu sois ici. Et puis, comme tu es sur ce pôle-là, il faut tracer une parallèle à ce côté-là. Et là, on a, il faudrait mieux que je passe par, par ma marque, ce serait un petit peu mieux. Et ici, on a 15% on était orthopyroxène. Et puis après, tu fais le même travail pour le clinopyroxène. Le clinopyroxène, on sait qu'on doit en avoir 15%. Si je me situe ici, je suis à 100%. Donc là, c'est pratique. Cette fois-ci, c'est gradué dans mon sens. Hein, parce qu'ils ont gradué dans un seul sens. Il faudrait graduer dans les deux sens. Là, c'est gradué dans mon sens. Je suis ici à 100%. Donc ça veut dire que le 15%, il est ici. Puisque je suis sur ce pôle-là, il faut que je trace une parallèle au côté opposé. Et puis, il me reste plus qu'à faire pareil pour le troisième pôle. Le troisième pôle, on est sur l'olivine. L'olivine à 70%. Donc là, on est à 90, 80. Donc, on va être là. Et puis, il faut que ce soit parallèle au côté opposé à l'endroit qui nous intéresse. Et donc, on va passer ici et on se trouve dans la lerzolite. Donc, systématiquement, on prend le pôle. On essaye quand on est là où est écrit le nom, c'est qu'on est à 100%. Donc, on utilise les graduations. Alors, parfois, dans le sens où c'est écrit, c'est bien pratique. Puis, parfois, il faut les retransformer par la pensée. Parce qu'il faudrait regraduer dans l'autre sens. Mais vous êtes toujours à 100% là où c'est écrit. Et puis, vous faites toujours une droite qui est parallèle au côté opposé. Systématiquement. Et si vous vous êtes pas trompé, bah, les trois se croisent. Hein. Sinon, c'est qu'il y a un petit souci. Et donc, ce qui va faire que l'autre n'est pas une lerzolite, c'est que vous voyez que les clinopyroxènes, on n'en a que 3%. Donc, ça veut dire que on va forcément, si on refait la droite des clinopyroxènes, on va se trouver par ici. Et c'est ça qui va faire que c'est une arsburgite. Donc, la grande différence entre une lerzolite et une arsburgite, c'est que la lerzolite, elle a des clinopyroxènes, quand l'arsburgite n'en a pas beaucoup. Et donc là, on commence à trouver une des règles, c'est que la lerzolite, bah, c'est la roche du manteau, la représentative du manteau. La arsburgite, c'est une roche résiduelle, c'est-à-dire c'est ce qui reste une fois que ça a fondu. Donc on peut l'écrire comme ça, lerzolite. Alors les fusions sont toujours partielles en géologie, on n'a jamais une fusion totale. Ça va donner un magma basique, donc qui est susceptible de redonner des basaltes, par exemple. Mais comme tout ne fond pas, bah forcément, il y a un résidu. Et le résidu en question, c'est la lerzolite, c'est la arsburgite. Et donc, on peut voir tout de suite qu'est-ce qui a donné le magma basique. Bah, en grande partie, les clinopyroxènes. Les clinopyroxènes de la lerzolite ont fondu et ont contribué à former le magma basique, ce qui fait que dans la roche résiduelle, eh ben, on n'a pas beaucoup de clinopyroxènes. Et donc, pour voir si une péridotite a fondu, ben, le principal critère, c'est aller regarder les clinopyroxènes. Est-ce qu'il reste 15% de clinopyroxène? Ben, non, elle n'a pas fondu ou très très peu. Ou est-ce qu'au contraire, on commence à avoir du mal à distinguer les clinopyroxènes? Alors, c'est sûr, cette péridotite a fondu et va mériter le terme de Herzburgite.
Donc sur l'ophiolite d'Aumont, on a les deux parce qu'on a des endroits où on a le manteau intact et et des endroits où on est sur la chambre magmatique et donc on voit le résidu. Et du coup, dans la période qui a toujours que ces trois composants. Alors on a vu qu'il pouvait aussi y avoir des amphiboles, mais vous voyez que les amphiboles ne sont pas dans les critères de classification. On n'utilise pas forcément la totalité des minéraux pour faire la classification. Et quand on va être sur les roches magmatiques, on va faire la même chose. On va utiliser les minéraux blancs, alors que bien sûr les autres existent. Mais les autres ne sont pas pratiques, ne sont pas utiles en fait pour classer. On essaye de prendre ceux qui vont le mieux nous permettre de distinguer les roches. Donc ça, c'est juste une astuce, hein, ça ne veut pas dire qu'il y a que ça. Mais vous voyez qu'en termes d'astuce, ça va très bien marcher. Distinguer l'erzolite de l'erzburgite, bah, si vous avez un pôle clinopyroxène, vous allez forcément réussir à les distinguer. Donc l'ophiolite d'Aumont, c'est celle qui a permis de construire le modèle d'une dorsale rapide. Et donc, pour une dorsale rapide, ben, on va trouver ces deux roches parce que justement, la lerzolite fond beaucoup et donc elle donne vraiment une autre roche qui a un aspect un peu particulier, hein, qui ressemble pas du tout à la belle lerzolite verte que nous avons, mais qui au contraire est une roche beaucoup plus sombre et qui est la harzburgite. Mais si vous n'avez pas de dorsale rapide, vous n'aurez pas de harzburgite. Donc, c'est pas systématique. Hein, toutes les dorsales ne présente pas de la Harzburgite, faut que ce soit une dorsale rapide seulement. Donc maintenant, passons aux vraies roches magmatiques, celles qui proviennent réellement d'un magma. Donc à partir de la fusion de la péridotite, on peut avoir un magma basique qui peut cristalliser en profondeur, et quand ça cristallise en profondeur, ça donne un gabbro. Le gabbro, c'est pratique. Le gabbro, il n'y a que deux minéraux, donc très facile à identifier, des pyroxènes d'une part, des plagioclases d'autre part. Donc parmi tout ça, essayez de trouver un gabbro. Alors, c'est pas les plus beaux gabbros que je connaisse, je vous en montrerai des plus jolis, provenant des Alpes. Parce que ce qui est un peu embêtant sur ceux-là, c'est que les pyroxènes sont moches. On se demande, est-ce que c'est une pâte? Auquel cas, ben, j'ai affaire à une roche volcanique, ou est-ce que c'est des vrais cristaux? Donc ici, je vous l'accorde, c'est pas flagrant, flagrant. Je vous montrerai sur les Alpes, mais sur les Alpes, ils sont légèrement métamorphisés. C'est pour ça que je voulais pas vous les montrer aujourd'hui. Vous n'aurez aucun doute d'arriver à reconnaître des pyroxènes. Heu, mais là, ils sont un petit peu ambigus. Par contre, hein, les plagioclases sont très beaux. On vérifie toujours, on fait un petit tour de tous les feldspaths. On vérifie qu'il y a pas de marque de Karlsbad. Je n'ai pas l'impression qu'un feldspath est coupé en 2, hein, parce que je pourrais m'être complètement trompée et être sur un minéral acide. Je vérifie, non, c'est pas le cas. Donc a priori, on n'a pas d'orthose, on est bien sur des plagioclases. Évidemment, ça se voit tout de suite que ça va pas partir en feuillet. C'est pas des micas, c'est pas de la biotite. Hein. Et là, on a très souvent un angle sur lequel effectivement il y a un pyroxène sur lequel on pourra faire un test de dureté. Donc 2 minéraux seulement, des pyroxènes, des plagioclases et c'est entièrement cristallisé, même si sur cet échantillon-là, c'est pas forcément très très facile à repérer à l'œil nu. Donc s'il y avait un doute sur la photo, comme ce serait le cas si on prenait cet échantillon, vous aurez toujours la lame mince pour lever l'ambiguïté. Et donc vous vérifiez sur la lame mince qu'on ne voit que des minéraux, hein, donc effectivement c'est entièrement cristallisé. C'est bien un gabbro, on n'est pas du tout sur une roche volcanique. Au passage, petite révision, vous vérifiez que vous avez bien affaire à des feldspaths plagioclases parce que au lieu d'être juste coupés en deux, comme l'orthose, vous avez de nombreuses stries. Donc c'est pour ça qu'on dit match polysynthétique. On a l'impression que c'est synthétisé de plein de petits minéraux mis côte à côte dans des angles différents. Non, en fait, c'est un seul. C'est une illusion. Et donc ça, la macle polysynthétique vous dit
je suis sûre, j'ai affaire à un plagioclase. Par contre, la macle polysynthétique, ça se voit pas à l'œil nu. Donc, à l'œil nu, on peut voir la macle de Carlsbad des orthoses, mais on verra pas la macle polysynthétique des plagioclases. Ensuite, on va aller chercher une diorite. Donc, la diorite, c'est un peu pareil que le gabbro. Ici, donc, on avait la péridotite, le gabbro, on descend encore d'un cran la diorite. Donc, on va retrouver effectivement des pyroxènes, des plagioclases. Donc, ça va être commun. Mais on va aller un petit peu plus acide. Donc, on va essayer de trouver des minéraux un peu plus acides que ceux qu'on avait dans le gabbro. Et en particulier, ce qui va vraiment nous guider, c'est peut-on voir des amphiboles? C'est-à-dire, on va avoir des aiguilles très foncées, souvent noires, au milieu d'un soi-disant gabbro. Donc, on trouve des pyroxènes, on trouve aussi des plagioclases, mais on arrive à voir des petites baguettes d'amphiboles. Donc, ayez toujours l'œil, hein. Vous êtes parti sur un gabbro, mais on inspecte. Est-ce qu'il n'y a pas des petites baguettes? S'il y a des petites baguettes, on révise son interprétation, on descend d'un cran et on va sur une diorite. Il faut pas voir parfois la loupe, hein. Elles sont pas toujours très... Donc, dès qu'on a des petits traits noirs, ce n'est plus un gabbro, c'est une diorite. Mm. Ben, moi, si je fais pas attention, hein, je regarde de loin, je dis, oh, bah, tiens, on a des minéraux blancs, je vois pas de macle de Carlsbad, a priori, j'ai du plagioclase, et puis là, j'ai des minéraux durs qui partent pas en paillettes, bon, a priori, des pyroxènes, hop, je pars sur micro-gabbro. Ok, mais après, je regarde bien, mais là, il y a des traits noirs. Il y a des traits noirs en plus. Donc, mon hypothèse tient pas la route. Là, ça veut dire qu'il y a des amphiboles. Donc, je peux pas rester sur mon hypothèse de gabbro. C'est plus acide que je n'avais supposé. Et donc, je suis obligée de dire que bah, ça, c'est une diorite puisque je vois des petits minéraux en baguettes noires. Donc, il faut toujours inspecter votre gabbro. On va voir si vous n'avez pas un petit peu d'amphibole à l'intérieur de votre gabbro. Hum. Alors, celui-là, on a carrément du quartz. Ce qui fait que ça marche, puisque tout minéral acide. Là, donc, moi, je suis sur le pôle un peu plus basique. Vous êtes sur le pôle un peu plus acide, puisque vous avez un peu de quartz. Et donc, oui, c'est une diorite. Puisqu'on a plagioclase, pyroxène et un minéral acide. Donc, par rapport à cette classification, toi, tu te situes là. D'accord. Ah oui. Donc, toi, tu as du quartz. Moi, j'en ai pas encore. Moi, je suis là. Et là, c'est du Mm. gabbro, c'est ça? Et ça, c'est du gabbro. Mhm. Le granit, il n'y a pas de pyroxène. Bah non, ce serait beau, c'est beaucoup trop basique. Mhm. 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 Maintenant, à vous d'identifier la roche plutonique acide qui doit être normalement dans votre bac. Alors, sur la photo, elle est rose, mais je ne sais pas si l'échantillon qu'on vous a proposé est rose, hein. Peut-être pas. Mhm. Mhm. Alors, là, des traits. Tu as des traits. Toutes ces petites baguettes là en traits, ça peut pas être du pyroxène. Pyroxène, c'est trapu, c'est massif, ça peut pas être sous forme de traits. Sous forme de traits, c'est forcément des amphiboles. C'est pas grave, ça veut juste dire que tu étais parti sur une hypothèse. Il est où votre... celui d'avant. T'étais parti sur une hypothèse entièrement basique. Hein, t'étais parti sur pyroxène mais ce que tu vois, c'est que bah, on a un peu plus d'amphiboles. Donc c'est peut-être pas un gabbro, c'est plus probablement une diorite. C'est un peu plus acide, on se décale d'un cran. Alors si on en voit très peu, ça peut encore être un gabbro. Mais là, vous en avez vraiment beaucoup, hein. Il n'y a que ça. Alors vous en avez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez quasiment que ça. Tac.
Du coup, vous, c'est le petits éléments qui sont les pyroxènes et tous les restes en baguette là. Pyroxène, c'est vraiment extrêmement trapu, donc ça va apparaître rectangulaire, ça va jamais apparaître sous forme de petites baguettes. Donc vous, c'est plutôt que vous avez quasiment plus que vous êtes sur le pôle où on a énormément d'amphiboles. Pas en tout petit là. Moi, je l'ai Tic, sur tic, mon téléphone. tic. Là. Vous avez énormément d'amphiboles. Vous êtes plutôt ici là. Et si vous avez du mal à voir les pyroxènes. Mhm. Ça va aussi par rapport à la classification. Eh ben, ça allait. Oh, ouais. Ça a l'air d'être Ouais. Ouais. Oui, c'est bon. bon. Ça, c'est bien la dacite. Oui. Ça, c'est bien la trachyte. Oui. Et ça, c'est entre les deux, du coup. Parce qu'il y a Qu'est-ce encore que ces c'est que ça? minéraux. Ça, je pense que c'est des ponces avec quelques minéraux. Donc, D'accord. Donc, ouais, plutôt sur celle-là. Moins gazeuse. parce Mm. et c'est bon aussi pour les roches tectoniques. Ouais, c'est bon. Mm. Mhm. Et donc, la roche acide en question, qu'est-ce que c'est? Un granit. Alors, micro pour moi, hein, et petit. À quoi on l'a reconnu? Là, du quartz, des feldspaths. Il nous en manque un. Il faut toujours 3 minéraux pour un granit. Et une pyroxène, est-ce possible? Je ne peux jamais dire quartz pyroxène, hein, incompatible. Donc, forcément, ces minéraux noirs, qu'est-ce que c'est? Des micas. Et donc, si je suis à l'oral de G2E, je vérifie, hein, en faisant sauter sous forme de paillettes que ça en est vraiment. Donc, toujours 3 minéraux pour dire granit. Le quartz. Alors, le quartz, c'est ce qui est translucide. Hein. Le quartz, c'est pas blanc. Vous dites souvent c'est blanc, c'est du quartz. Non, c'est translucide comme du sel, comme du gros sel, c'est du quartz. Le quartz, il ne va apparaître blanc que dans des failles ou dans des fractures, mais pas sous forme de minéraux dans une roche magmatique. Dans une roche magmatique, ça ressemble à du gros sel, le quartz. Donc, c'est ce qui est gris translucide. Tout ce qui est blanc, rose, etc., c'est des feldspaths. Et puis, bien sûr, ce qui est noir, hein, c'est la biotite. Donc, faites attention que le quartz a deux aspects complètement différents quand il est dans une roche magmatique et quand il est dans des failles ou dans des fentes de tension. Quand il cristallise transparent, hein, c'est il est translucide, il ressemble à du verre. Quand il est pur, c'est ce qu'on appelle le cristal de roche, c'est juste du quartz. Et puis au contraire, quand il se dissout et qu'il va recristalliser sous forme amorphe dans une fracture, il attrape toutes les cochonneries qui peuvent exister dans le coin, et donc il va avoir cet aspect blanc ou grisâtre, où il prend toutes sortes de couleurs parce que il est sous forme amorphe, hein, comme le verre, et qu'il a la couleur finalement de ses impuretés. Donc il n'a pas du tout le même aspect quand il est pur sous forme de roche magmatique et quand il est recristallisé sous forme amorphe dans une fracture. Donc mélangez pas. Là, il doit absolument être translucide, sinon c'est pas du quartz. Sinon vous êtes en train de montrer un feldspath. Donc je vérifierai pour le G2E parce qu'il vous demande de pointer. Vous n'avez pas intérêt à pointer un feldspath à la place d'un quartz. Alors les feldspaths vont de blanc à jaune à rose en fonction de leur composition chimique. Et donc plus ils sont acides, plus ils sont blancs, ce qui sera un indicateur pour nous. Donc là on voit qu'ils sont roses, donc on n'est pas sur le granit le plus acide possible puisqu'il est rose. Mais on ne pourra pas lui faire dire beaucoup plus. Alors, ici, à part le fait qu'on a un microgranit rose, on ne peut pas tellement le faire parler cet échantillon. Oui, c'est les deux. C'est selon les ions entre les feuillets. Un potassium, c'est de l'orthose. Un mélange sodium-calcium, c'est les plagioclases. Je ne sais pas pourquoi il a changé. Non, peut-être. Voilà, ce sera mieux. Alors, voici un affleurement. Ce qui m'intéresse, c'est la roche qui est là, dont on vous donne les minéraux. Qu'est-ce que c'est que ça, la roche principale de cet affleurement?
contenant quartz feldspathe biotite. Bah, ça, c'est sûr que vous la connaissez. Quartz feldspathe biotite, c'est quoi? C'est du granit. Donc, on est sur la côte de granit rose de Bretagne Nord. Normal. Mais il y a des intrus. Maintenant, c'est quoi les intrus? Mhm. Mhm. Oui, parce que vous pouvez pas encore savoir ce que c'est. Les éléments noirs qui sont à l'intérieur du granit rose, c'est quoi? Le terme générique déjà, on ira identifier la roche après. Vous avez un grand affleurement et il y a d'autres roches à l'intérieur. Ça s'appelle comment ça? Une enclave. Donc ça, c'est le terme générique, hein. Ça désigne, ça veut juste dire j'ai des fragments de roche au milieu d'une grande roche magmatique, qu'elle soit volcanique, qu'elle soit plutonique. Donc maintenant, et ce qu'on vous demande, c'est essayer de dire d'où vient ce fragment de roche qui, en fait, est au milieu du magma. Et là, ce qu'on repère, c'est qu'il y a des lits. Donc, quelle est l'hypothèse la plus crédible? C'est? Oh non, beaucoup plus simple. Une enclave à l'intérieur d'un magma, quelle est son origine la plupart du temps? Exactement, c'est lors du mouvement du magma, ça arrache les roches environnantes. Donc les roches environnantes, c'est ce qu'on va appeler l'encaisson. Et du coup, on les retrouve à l'intérieur du magma, alors transformées, elles n'ont plus leur aspect sédimentaire, elles sont métamorphisées. Et ça, c'est très fréquent d'avoir des enclaves de l'encaissant métamorphisé que vous retrouvez au sein du magma, parce que comme le magma monte avec beaucoup d'énergie et parfois de vitesse, il peut raboter en fait les roches environnantes et arracher des morceaux de roches environnantes. Et donc ça, on verra que c'est important parce que il peut y avoir des atomes qui passent de l'enclave au magma et qui changent la composition du magma. Donc on va parler de contamination du magma par les enclaves. Et parce que là, nous, on voit celles qui ont résisté à la fusion, mais quand c'est des petites enclaves, ben, elles fondent et elles libèrent tous leurs atomes. Et donc, la composition du magma va avoir des atomes apportés par cet encaissant. Et comme les encaissants qui nous intéressent, donc ce sont des roches qui sont des roches continentales, ce sont des roches acides, ben, elles vont apporter de la silice en fondant à l'intérieur du magma. Et donc, on devra en tenir compte dans la composition des magmas, puisque une des sources de variation de la composition des magmas, bah, c'est justement toutes ces enclaves qui fondent. Et on le voit parce que certaines résistent, et donc celles qui résistent nous donnent l'idée que ce magma a pu être contaminé. Donc celui-là, clairement, il est franchement contaminé. Et le magma, ensuite, il va refroidir. Alors, s'il refroidit rapidement, il donne une roche volcanique. S'il refroidit lentement, il donne une roche plutonique. Donc ici, on avait un magma acide qui a refroidi lentement en profondeur, et c'est l'érosion qui fait qu'aujourd'hui, on peut le voir à la surface. Puisque les magmas ne sont pas aujourd'hui là où ils se sont formés. Si aujourd'hui on voit des roches plutoniques, hein, c'est pas qu'elles sont formées en surface, ça marche pas. Les minéraux seraient pas entièrement cristallisés. Ça cristallise à plusieurs kilomètres de profondeur et c'est ensuite par érosion isostasie qu'on y a accès. Et donc ces roches métamorphisées d'encaissant, elles donnent un petit peu toujours les mêmes roches métamorphiques. C'est ce qu'on appelle des cornéennes. Parce que un des tests pour ces roches, c'est de taper dessus au marteau et ça donne l'odeur de la corne de cheval, de la corne de sabot quand le maréchal Ferrand met le fer. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça des cornéennes, parce que ça ressemble à l'odeur de la corne de sabot quand on tape fermement dessus. Ah bah oui, mais c'était au 19e siècle, tout le monde avait des chevaux qui étaient ferrés tout le temps, donc non, vous, on vous dira toujours, vous aurez toujours une carte, et c'est parce que vous verrez que c'est une roche sédimentaire métamorphisée près d'un pluton que c'est une cornéenne. Vous n'avez pas à la reconnaître à l'œil nu. C'est trop difficile. Mmh. Alors, on retrouve la cornéenne, mais cette fois-ci, elle constitue des gros amas qui sont recoupés par des zones blanches.
Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors là, ils sont à peu près parallèles, mais c'est pas obligatoire. Alors, inclusion, c'est une petite structure comme ça, refermée sur elle-même, hein. C'est une petite sphère, quelque chose comme ça. Parce que là, on voit, c'est des bandes. Exactement, vous avez vu ça, Crozon. Et vous avez appelé ça comment? Le paysage en général, hein, pas la roche. Ces éléments qui viennent se mettre dans une autre roche. Ce qu'on va appeler des filons, donc des filons magmatiques, hein, qui viennent recouper la roche. Et donc là, bah, il va falloir aller bien regarder. On a tendance à penser tout de suite que c'est une roche volcanique, mais pas forcément. Ça peut être du volcanique. Donc là, c'est vraiment que ça refroidit très très vite. Mais parfois, c'est simplement du plutonique, mais du micro-grenu. Donc entièrement cristallisé, mais avec des tout petits minéraux. C'est possible aussi. Donc il faut aller regarder. Et puis parfois même, ce que vous avez, on voit le flux, c'est le bord qui est volcanique et le centre qui est micro-grenu. Parce que le bord va refroidir au contact de l'encaissant très vite, donc lui, il n'a pas le temps de cristalliser, et le centre qui va cristalliser, mais quand même assez rapidement, ce qui fait que ça ne fait pas des gros cristaux. Est-ce que la roche marron jaunée, c'est aussi volcanique aussi? Alors là, ils nous disent, cette roche-là, c'est de la cornéenne. Donc en fait, elle s'est métamorphisée au contact du Pluton qui est à côté, qui lui-même a donné ses filons. Donc c'est d'abord la cornène qui était avant et après les filons qui sont. Oui, mais là, il te manque un acteur majeur. Donc on a une roche purement sédimentaire, le magma qui monte, qui chauffe, qui la transforme en cornéenne, et puis sous la pression, il le fracture aussi. Il fracture, et là, on a du magma qui s'insère dans les filons. Donc c'est très fréquent quand vous avez un Pluton quelque part, vous attendez à avoir plein de filons qui en partent, parce que les roches dans lesquelles il s'insère se fracturent, et ça rentre dans toutes les fractures. Et ensuite, bah, selon la vitesse à laquelle ça cristallise, soit c'est purement volcanique, soit c'est micro-grenu. Donc en Bretagne, c'est assez souvent micro-grenu au centre et volcanique sur les bords. Donc ça nous permet de dire qu'on n'était pas en surface, hein, au moment de cette fracturation et cette insertion dans les filons. On était bien en profondeur, puisque même les filons sont micro-grenus. Alors ici, on a quelque chose de vraiment très 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 particulier. Donc c'est sur l'anse Sainte-Anne en Bretagne Nord. Donc comme ça risque de vous être proposé en document, on va commenter un petit peu. Cette fois-ci, on n'est plus sur des roches sédimentaires. On a des roches magmatiques des deux côtés. Donc là, on a un basalte. Je vous laisserai identifier la roche rose. Et ce qu'on nous demande, c'est comment est-ce qu'il est possible d'avoir ce contact entre des zones de basalte et des zones roses, en particulier en étudiant bien le contact entre les deux. Oui. Quand on parlait de filons juste avant, on disait ils étaient mis en place avec dans les fractures d'une cornéenne. Et la cornéenne, c'est la présence des filons qui va lui donner la caractéristique. Ah non, le filon, c'est un effet secondaire. Vous avez un énorme Pluton qui chauffe tout et qui par ailleurs fait des petites fractures sur les côtés.
Et nous, on a fait un zoom sur le filon, donc vous avez l'impression que le filon est l'essentiel de la roche magmatique, mais non, hein, on a un pluton et des petits filons sur les côtés. Donc c'est la chaleur du pluton qui a déjà transformé toutes les roches sédimentaires aux alentours en cornéennes. Hein, nous, on a zoomé sur le côté, mais il faut pas oublier que si on prenait une carte au 1/50 millième, on verrait un énorme pluton à proximité de cette zone de filon. Oui, Théma. Sinon, ils partent dans tous les sens. Oui. Ils partent là où la roche présente une fragilité, fracture. Ça se trouve, l'énorme masse tonique, elle peut juste être en dessous. Tout à fait, ça fracture dans tous les sens, tous les points de fragilité, et donc ça peut partir dans tous les sens. Non, et il y a des fois, on la voit pas. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme scénario pour avoir ce contact à la fin? Alors déjà, il nous faudrait le nom de l'autre roche là. Celle-là, c'est quoi? Oui. Tu l'as reconnue à quoi? Ça ressemble vraiment n'est pas un argument scientifique. En minéraux, donc tu as reconnu quoi? Orthose. C'est vrai que le reste n'est pas très facile, mais l'orthose est vraiment un bon critère, hein. On en a des bien coupés en deux. On voit des beaux orthoses. Donc on est sur le pôle acide. On voit un ensemble qui a l'air entièrement cristallisé sur le pôle acide, forcément, effectivement. On va aller proposer granit. Donc on a un truc bizarre là quand même, hein. Vous avez des basaltes dans du granit. Donc pour essayer de lever le mystère, on va analyser là le contact entre les deux. Qu'est-ce que ça nous dit en termes de chronologie entre le magma granitique et le magma basaltique? Alors, est-ce qu'on peut partir sur une hypothèse d'inclusion? Pourquoi ça va pas marcher? Si on suppose par exemple que le basalte est formé en premier et que finalement on a des morceaux de basalte qui sont arrachés et qui arrivent dans un magma granitique, pourquoi ça tient pas la route? Parce que c'est vraiment l'image. Ah, si on n'avait pas eu de zoom, hein, franchement, ça fait penser à ça. Exactement, on aurait une frontière très nette, hein, si vous aviez des basaltes qui étaient arrachés et trempés dans un magma granitique. Donc déjà, ça deviendrait des métabasaltes. Donc ils auraient une petite teinte verte. Mais surtout, on aurait une frontière entre les deux bien nette. Or là, c'est quand même bizarre. Ce que vous avez identifié comme étant des orthoses, ils baignent dans une pâte noire. Donc en fait, dans un magma basaltique, il y a quelque chose qui tient pas la route. Si vous les imaginez solides, vous n'aurez jamais ce mélange de minéraux dans l'autre. Par contre, si on les imagine liquides, tous les deux, on a un magma granitique et un magma basaltique qui viennent en contact entre les deux. Là, il y a des possibilités de migration de minéraux. Et en fait, puisqu'ils n'ont pas du tout la même densité, ça se mélange pas. Hein, c'est un peu comme quand vous essayez de faire une vinaigrette et que vous mettez de l'huile avec du vinaigre, eh bien, vous avez des bulles d'huile qui flottent au milieu de votre vinaigre. Ben là, c'est un peu la même chose. On n'a pas du tout la même densité pour les deux magmas. Et donc, ils vont pas se mélanger, mais ça n'empêchera pas à la frontière, hein, d'avoir quelques minéraux qui vont migrer dans l'autre magma. Donc, quand vous voyez une frontière pas franche, des minéraux qui migrent, eh ben, on est obligé d'imaginer que les deux magmas, en fait, arrivent en même temps. Mais s'il y en a un qui est très basique, un qui est très acide, ils vont pas se mélanger. Leur densité est trop différente, leur température est trop différente, ils se mélangent pas. Et donc, on a cet ensemble très hétérogène qui ensuite va cristalliser. Donc, le magma basaltique, il va cristalliser relativement rapidement et le magma granitique, lui, avait déjà formé des minéraux avant. Et donc, c'est ça qu'on a ici à Lens Sainte-Anne, hein, qui est vraiment très particulier. On voit ce mélange de deux magmas. C'est assez exceptionnel, hein, c'est rare de voir
de voir ce phénomène. Donc, vous voyez que sur les roches volcaniques, sur les roches plutoniques, c'est relativement facile. On regarde les minéraux et ensuite, on arrive à deviner, à partir des minéraux, quel est le degré d'acidité en regardant en fait le pourcentage de ferromagnésiens ou le pourcentage de minéraux acides. C'est relativement évident. Maintenant, on va essayer de faire le même travail avec les roches volcaniques, sachant que tout n'a pas cristallisé. Donc, on ne pourra pas se baser sur les minéraux, puisqu'en plus des minéraux, il y a une pâte. Mais justement, dans cette pâte, il va y avoir des ferromagnésiens. Et donc là, on va utiliser la couleur de la pâte pour nous dire combien on a de ferromagnésiens et donc, par complémentarité, combien on a de silice. Donc, commençons par les basaltes. Donc, soit vous prenez ceux qu'il y a autour de l'enclave, soit vous avez un autre échantillon de basalte pour vous montrer deux types de basaltes différents. Donc, bien sûr, on a la teinte générale de la pâte qui va nous dire qu'il y a beaucoup de ferromagnésiens, mais on n'hésite pas à chercher des minéraux parce que c'est pas parce que c'est une roche volcanique qu'il n'y a pas du tout de minéraux visibles à l'œil nu. Par exemple, dans celui-là, il y a un petit peu d'olivine qui est visible, et donc quand il y a beaucoup d'olivine, ce sera un basalta olivine, hein. Là, il y en a tellement peu que ça mérite pas vraiment le nom, hein. Dans cette autre, par contre, il y en a pas. Ah si, il y en a un petit peu là. Il y a quelques olivines. Donc, il arrive qu'il y ait quelques olivines. Il arrive qu'il y ait aussi quelques pyroxènes qui puissent être présents. C'est plus souvent de l'olivine parce que c'est elle qui va cristalliser en premier. Et puis après, tout fige et on a le basalte. Donc, à l'œil nu, à part identifier des olivines, on va souvent pas pouvoir faire beaucoup plus. Essayez par contre de bien repérer la couleur d'un basalte, cette couleur terne. Ça vous permettra de ne pas le confondre avec les roches carbonées, des charbons, des houilles, des anthracites. Donc, ce qui va nous permettre de dire, ce n'est pas une roche sédimentaire carbonée. Vous commencez par regarder, est-ce que ça laisse une trace? Non, ça laisse pas de trace. Ce qui serait un critère justement de roche sédimentaire carbonée qui permet d'écrire. Ah non, là, clairement, on l'a pas. Et puis ensuite, ça brille pas. Hein, ce côté extrêmement terne, ça nous permet de dire, ben ça, c'est pas de l'anthracite, qui laisserait pas beaucoup de traces non plus. Puisque ça brille pas, puisque c'est terne, a priori, je vais pas partir sur cette hypothèse. Et puis, j'ai un troisième critère, c'est trop dense. Beaucoup trop dense pour des roches carbonées. Donc, ces trois éléments seraient très en faveur, mais vraiment, le truc définitif, c'est « Ah, je vois de l'olivine ». Bon, bah, c'est sûr, hein, je suis sur une roche volcanique et non sur une roche carbonée. Ouais, fait le test HCl pour voir si ça calcule. Pourquoi on va jamais faire le test HCl quand on hésite entre une roche carbonée et une roche? Bah oui. Donc là, si vous faites ça à G2E, si vous sortez votre HCl alors que ça n'a aucune pertinence, vous allez voir, ils vont commencer à se raidir. Surtout jamais, jamais, jamais. Et alors, ce qu'ils écrivent tout le temps dans le rapport, les candidats passent leur temps à baigner les roches dans l'acide chlorhydrique, c'est stupide. Donc, c'est seulement si tu hésitais entre une roche, même pas carbonatée, entre une roche calcaire et autre chose que tu vas faire le test HCl, mais pas quand tu hésites entre deux roches pour lesquelles il n'y aura pas d'effervescence, ni dans un cas, ni dans l'autre. Donc, toujours faire des tests pertinents par rapport à ce qu'on souhaite mesurer. Donc, entraînez-vous aussi à peser, hein. La densité va être un critère assez important pour nous, pour distinguer le type de roche, parce que les magmas basiques sont très fluides et donc les gaz s'en vont. Et à la fin, la roche que l'on a ne présente pas beaucoup de porosité et elle est dense. Alors, si on nous propose en lame, donc on va bien vérifier que ce n'est pas un micro-gabbro, hein, ce n'est pas simplement que je ne les voyais pas à l'œil nu. Pour en être sûr, il faut que vous ayez des zones amorphes. Donc, à l'œil nu, quand on n'est pas sûr, on dit oh, c'est une pâte. Par contre, dès que je vois en microscopie que effectivement ce n'est pas cristallisé, alors j'ai le droit d'utiliser le terme vert. Vert, ça veut dire que je me suis assurée que ce n'était pas du tout cristallisé. À l'œil nu, ma pâte est peut-être entièrement cristallisée sous forme de microcristaux. Ça peut arriver, hein. Donc, à l'œil nu, je dis pâte parce que je ne sais pas. En microscopie, j'ai le droit de dire vert pour tous les endroits où clairement c'est visible.
Et je vois qu'il y avait tout un tas de microcristaux que moi j'ai pas vus. Hein, ici, on voit des microcristaux de plagioclase que je ne vois absolument pas à l'œil nu, mais qui existent quand même à l'intérieur de la structure. Enfin, comment on sait que ça crée vie? Parce que là, c'est pas Mhm. Voilà. Et donc, si ici j'avais encore des cristaux, bah, j'aurais en fait un microgabbro. Mais je vois des zones qui restent noires, donc amorphes, hein, donc elles vont pas dévier la lumière polarisée. C'est pour ça qu'elles sont arrêtées par l'analyseur. Donc là, je sais que j'ai affaire à du verre avec de nombreux microcristaux dedans. Donc quand j'ai des microcristaux dans du verre, on dit qu'on a une structure microlithique. Et donc, ce qu'on appelle souvent pâte à l'œil nu, bah, parfois, ça peut être juste une structure microlithique, donc des microcristaux dans du verre que je ne vois pas, mais qui existent pourtant. Et ici, c'est le cas en partie. Moi, la seule chose que j'ai vue à l'œil nu, c'était l'olivine, parce qu'effectivement, elle est massive. J'ai appelé pâte du verre et des microcristaux. Donc, soyez prudents à l'œil nu, jamais vert, hein. On ne voit pas les microcristaux. du coup, les roches plutoniques, il y a pas que du verre. Ah non, jamais. Si tu vois du verre, elle est forcément volcanique. Les roches plutoniques, par définition, c'est qu'elles sont entièrement cristallisées. On dit grenues aussi, elles forment des grains qui sont les différents minéraux. Alors, il y a beaucoup de variations autour du basalte. Normalement, vous avez un petit échantillon de coulées de basalte de la Réunion. Alors, j'en ai pas ramené beaucoup parce que c'est protégé. Donc, c'est un aspect très différent. C'est un aspect beaucoup plus, on voit beaucoup plus de gaz, hein, il y a beaucoup plus de trous. Et puis, sur ces coulées, on a aussi beaucoup de métaux qui restent en surface et qui font ce côté irisé. Mais comme vous n'avez qu'un petit échantillon, on va faire passer un gros. Oui, il est où le trou? Oh, enfin. Oh non, 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 c'est un morceau, un vrai, quoi. Pas un petit. Ah, bah, c'est vous qui l'avez. Hop, voilà. Donc, l'orienter, bah, c'est le côté qui est irisé, brillant, qui est toujours en surface. Donc, on peut déjà très facilement l'orienter. S'il y avait une différence de couleur qui est due à la température, plus c'est rouge, plus c'est chaud. Donc, c'est en bas, puisque là, ça a été refroidi par l'air. Donc, c'est souvent noir en surface, rouge en profondeur. Et puis, là, c'est ce qu'on appelle une lave cordée. C'est-à-dire que le dessus a commencé à refroidir alors que le dessous était encore en train de s'écouler. Et donc, ça fait des espèces de plis assez caractéristiques en surface. Et donc, on voit aussi, hein, c'est ce qu'on appelle une lave bulleuse. Il y a beaucoup de gaz qui n'ont pas pu complètement s'échapper. Et donc, quand elle fige, elle fait un certain nombre de bulles, ce qui fait qu'elle va être moins dense que un basalte complètement massif. Tout à fait. Ah, là, on a une coulée qui est très fluide avec beaucoup de gaz. Les basaltes qu'on a là, c'est les basaltes du Massif central. Eux, on les récupère, ils font des coulées beaucoup moins bulleuses. Et les parties qu'on récupère, généralement, c'est dans des endroits où elles se sont arrêtées, où elles ont plusieurs mètres de hauteur et elles ont eu le temps de figer. Et donc, elles vont donner ce qu'on appelle des orgues basaltiques. Et c'est ça qu'on va récupérer dans le Massif central. Donc, c'est juste que c'est pas la même dynamique éruptive, hein, c'est tout. Donc, faites passer. Donc ça, c'est la coulée elle-même. Sur le volcan, on peut aller récupérer des projections. Quand vous avez du magma qui est projeté en l'air, bah, il fige en l'air. Et ça va faire les lapillis qui retombent et qui vont constituer le volcan. Donc vous les avez sous forme de sachets, mais là, vous pouvez les voir en vrai. Et puis, quand le volcan commence à être un petit peu plus acide, au lieu d'avoir des petites gouttes projetées en l'air, vous pouvez avoir des gouttes un petit peu plus épaisses. Donc, elles sont déformées par l'air. Elles vont bien sûr avoir une forme aérodynamique. Ça, c'est ce qu'on appelle une bombe. Parce que ça peut retomber sur la tête du géologue. Et elles peuvent faire plusieurs mètres. Et sûr, à ce moment-là, elles sont pas transportables. On en a ramené une petite. C'est pas de la Réunion, ça. C'était déjà là. Mm. Mm. Cause, des retombées, on dit que c'est dangereux pour les populations, comme en Malaisie. Non, non, oh là, on est sur des éruptions de basalte. C'est absolument pas dangereux. Vous voulez fuir une coulée à la Réunion? Ah bah, il va falloir marcher un peu plus vite.
Au début, si vraiment vous êtes dans l'enclos, il va falloir courir. Et puis après, si vous êtes sur le bord là où habitent les gens, il va falloir marcher un peu vite. Donc, la dangerosité de ces volcans qui font des coulées de basalte, nulle. La seule fois où il peut y avoir des choses, c'est quand il y a une ouverture du flanc du volcan et où la lave sort à un endroit non prévu. Mais maintenant qu'on utilise l'interférométrie radar, etc., c'est le genre de choses qui n'arrivent plus. Donc, c'est pas du tout dangereux les volcans qui font des coulées de basalte. On verra qu'ils font pas tous ça. Mm. Il peut y avoir quand même des projections. Alors, les bombes, c'est à la fin de la vie de ce genre de volcan. Et là, ils commencent à devenir dangereux. C'est qu'ils Mm. ils peuvent passer des fusils à exploser. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé à La Réunion, pas pour le volcan actuel, mais pour le Piton des Neiges. C'est des métaux qui sont en surface qui vont faire cet aspect-là, qui reste. Non, non, c'est simplement au moment où ça fige, ça va donner cet aspect-là assez caractéristique. Ah bah c'est simplement la quantité de gaz. Soit vous avez tous les gaz qui sont sortis et vous allez avoir quelque chose de très massif, soit vous avez une partie des gaz qui reste, et à ce moment-là, on a une lave beaucoup plus bulleuse. Donc basalte bulleux ou basalte pas bulleux, c'est juste est-ce que les gaz ont pu s'échapper ou pas. Mm. Et pour l'autre roche, on la confondre avec pareil, de carbonate. Non, c'est brillant, mais pas du tout de la même manière. Là, c'est irisé. Hein, ça n'a pas du tout le côté brillant, puis vous faites, ça laisse aucune trace, vraiment aucun problème. Oui, là, aucun souci. Les seules roches carbonées qui laissent pas de traces, c'est des anthracites, mais à ce moment-là, c'est pas du tout le même type de brillance. Hein, ça a pas ce côté irisé qu'on a sur les coulées de lave. Les roches que je connais, elles peuvent aussi avoir un comme ça. Ah oui, les roches carbonées elles peuvent être poreuses aussi, ça peut arriver. Souvent, c'est pas le cas, mais c'est pas à exclure. Ouais, c'est ça. Ah, donc tout ce qui est projeté par le volcan s'appelle des pyroclastes. Hein. Pyro, c'est pour la chaleur, donc des fragments provenant de la chaleur. Donc l'apili, c'est les petits fragments. Les bombes, on dit, il faut qu'il y ait au moins 6 centimètres, hein, sinon ça mérite pas le terme de bombe, mais des bombes d'un mètre, ça existe. Hein. Donc c'est des fragments de liquide, mais qui figent en l'air et qui retombent. Donc quand un volcan commence à émettre des bombes, généralement, on laisse plus les gens s'approcher lors des éruptions, parce que là, ça commence à devenir dangereux. Et puis, on a aussi des classes. Donc là, c'est vraiment des blocs, des fragments. Donc c'est souvent quand on a une partie du volcan qui éclate, on va avoir ces clastes euh, qui vont apparaître. Dans le Massif central, les lapillis, ils appellent ça de la pouzzolane. On le vend couramment quand on veut mettre dans des pots pour les plantes. Quand on fait de la culture hydroponique, on met de la pouzzolane. Bon, bah, c'est le nom local des lapillis. À La Réunion, ils appellent ça plutôt des scories. Tout ça, c'est la même chose, hein, c'est des lapillis. Mm. Donc le basalte, c'est l'équivalent du gabbro. Maintenant, on va aller chercher une roche un petit peu plus acide, on va chercher l'andésite. Donc l'andésite, généralement, on voit des minéraux et on arrive à voir des amphiboles. Donc on cherche une roche un petit peu plus acide, donc a priori, hein, elle doit être un petit peu moins grise un petit peu plus claire. Et puis surtout, on vérifie qu'on arrive à voir des minéraux d'amphiboles qui sont présents un petit peu partout. On arrive à voir aussi des plagioclases, mais le critère, c'est surtout des amphiboles. Donc les andésites, il y en a un peu partout, mais on les a découverts au démarrage dans les Andes. Et si celle qu'on vous propose, ce qui est le cas assez souvent pour que le sujet soit intéressant, provient d'une zone de subduction, ça se verra pas à l'œil nu. À l'œil nu, vous direz, ben moi je vois qu'on est sur une roche
qui est encore relativement basique, mais moins qu'un gabbro, donc je propose une andésite et vous ne pourrez pas aller beaucoup plus loin. Mais si on vous donne les formules, ce qui est très intéressant, c'est est-ce que cette amphibole, elle a des groupements alcool dans sa formule ou pas? Parce que, a priori, dans un magma, il n'y a pas d'eau, donc ça forme des minéraux qui n'ont pas de groupement alcool dans leur formule. Donc si je vois qu'il y a des groupements alcool dans la formule, ça veut dire qu'il y a de l'eau dans ce magma, ce qui n'est pas très courant. Et en fait, pour qu'il y ait de l'eau dans le magma, bah, c'est qu'on est dans une zone de subduction. Donc si j'ai une andésite et qu'en plus, l'amphibole qu'on me donne, on me donne la formule et il y a un groupement alcool, je viens avec une seule roche d'identifier une zone de subduction. Donc évidemment, ils adorent ça dans les sujets. Donc si vous voyez passer une andésite, hein, vérifiez bien que quelque part dans le sujet, il vous montre pas une formule, la formule de l'amphibole et vérifiez s'il y a des groupements alcool là-dedans. Donc c'est ce qu'ils appellent les amphiboles hydratées. Amphibole hydratée, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'eau, ça veut dire qu'il y a des groupements alcool dans la formule. Donc là, nous, on ne sait pas. On ne sait pas, hein. On voit des amphiboles sous forme de petits traits noirs, mais bon, est-ce qu'ils sont hydratés, est-ce qu'ils ne sont pas hydratés? On n'en sait rien. On voit des plagioclases, et c'est tout ce qu'on peut dire. On voit une teinte globale grise. Donc nous, on peut dire andésite, mais on ne peut pas aller plus loin. Et surtout, on n'ira pas plus loin, parce qu'en fait, elles viennent du Massif central. Donc pas du tout d'une zone de subduction. Celle-là, si on avait leur formule, il n'y a pas de groupement alcool. Amphibole, c'est visible comment? C'est des petites baguettes. Donc quand c'est noir, si c'est plutôt trapu massif, pyroxène. Si c'est des petites baguettes, c'est plutôt des amphiboles. Alors elles sont noires, elles peuvent aller jusqu'à marron, vert foncé. Mais les marrons vert foncé, c'est plutôt celles du métamorphisme. Donc tant qu'on est sur des roches magmatiques, les amphiboles, généralement, c'est des petites baguettes noires. On va aller chercher encore un petit peu plus acide, donc dans une teinte générale encore plus gris clair, hein, puisque on va chercher la trachyte. Mais pour être sûr que c'est une trachyte et pas une rhyolite, parce qu'en fait vous en avez deux dans l'éclair, la chose dont il faut s'assurer, c'est est-ce que je vois du quartz? Si je vois du quartz, ah ben c'est déjà la rhyolite. Si je vois pas de quartz, après avoir cherché attentivement, c'est que c'est encore de la trachyte. Donc vous avez les deux, vous cherchez. Laquelle a du quartz, bah, c'est la rhyolite. Et puis celle qui en a pas, bah, c'est la trachyte. Alors, ça s'écrit trachite, mais s'il vous plaît, prononcez-le trachite, hein, comme les trachéoles des insectes. Oui, donc on n'est pas sur le pôle le plus acide, on est un cran avant. Et donc, pour savoir qu'on est un cran avant, c'est qu'il n'y a pas de quartz. Et quand on sera sur le pôle le plus acide, ben, bien sûr, on s'attend à trouver du quartz. Alors sur ces roches, alors ça peut être à partir de l'andésite et ça peut aller jusqu'à la rhyolite. Parfois, vous verrez une orientation préférentielle. Hein, c'est un peu ce que j'ai moi déjà sur l'andésite. Il peut y avoir une petite orientation préférentielle. Donc on ne saute pas tout de suite sur roche métamorphique sous prétexte que ça a une orientation préférentielle, hein. Ou souvent vous dites oh dès qu'il y a une orientation préférentielle métamorphique. Non, métamorphique ça veut dire qu'il y a une réaction chimique et que vous êtes en mesure d'identifier une réaction chimique. Là, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une orientation préférentielle des minéraux. Et parfois, c'est simplement dû au fait que c'est de la lave. Et la lave, ça coule.
Donc, ça fait une orientation préférentielle des minéraux dans le sens où ça coule. Donc, si j'ai aucun argument pour dire il y a une réaction chimique de type métamorphique, l'orientation préférentielle des minéraux n'est pas suffisante. C'était un critère en première année parce que vous ne connaissiez pas le métamorphisme. Ce n'est pas un critère que nous allons conserver en deuxième année. Ce n'est pas suffisant. En deuxième année, on identifiera une réaction chimique pour dire que c'est une roche métamorphique. Et donc, il peut y avoir des orientations préférentielles juste parce que la lave coule. Alors, dans la même catégorie, on ne change pas forcément de degré d'acidité, mais on va changer de quantité de gaz. Vous avez les pierres ponces. Facile à identifier en termes de densité. Gris clair, généralement. Donc, elles sont. La plupart des pierres ponces que l'on vend sont des pierres ponces acides, hein. Nous, on le voit, elles sont vraiment très très claires, elles sont très acides. Il peut en exister des basiques, mais c'est beaucoup plus rare parce que plus le magma est acide, plus il est visqueux et donc les gaz n'arrivent pas à sortir. Et donc là, comme on a visiblement une roche très très poreuse avec beaucoup de gaz, c'est que les gaz n'ont pas réussi à sortir. Et donc une pierre ponce, c'est juste une roche volcanique très très riche en gaz et dont les gaz ne sont pas sortis en fait de cet échantillon. Donc à vous de voir par rapport à aux autres roches volcaniques que vous avez, est-ce qu'elle est plus ou moins acide? Moi, visiblement, j'ai une pierre ponce très acide, hein, elle est gris clair, elle est très très acide. Ouais, pas mal. Alors les rhyolites, moi j'en ai qu'une, mais vous étiez censé en avoir deux, des grises et des roses. Est-ce que vous avez les roses? Pas l'impression, hein? Est-ce est-ce qu'elles sont là? Mais oui, une rose pour tout le monde. Mmh. Mmh. Donc là, notre critère, c'est bon, de vérifier qu'il y a bien une pâte. On espère qu'on nous donnera une lame mince pour vérifier que cette pâte contient bien du verre et qu'on est bien sur une roche qui n'est pas entièrement cristallisée. Mais surtout, ce qu'on va aller chercher, c'est le quartz. C'est le quartz qui va nous permettre de dire que c'est une rhyolite. Et donc, même si elle est riche en fer et donc elle a cette teinte globale rouge, on va pouvoir quand même arriver à dire sans hésiter c'est une roche acide quand on a un beau cristal de quartz qui dépasse. Donc ici, normalement, vous en avez deux. Vous avez une rhyolite qui est pas très très acide, mais sur laquelle il y a un petit peu de quartz. Et puis par contre, vous avez celle-ci. Alors moi, la mienne, elle est très 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 acide avec des morceaux de quartz qui dépassent. Voilà. Sans hésiter, on a affaire à une rhyolite. Donc ne vous laissez pas influencer par la couleur rose, hein. On doit quand même pouvoir identifier une rhyolite dans les deux cas. Et puis, alors, voilà ce qu'ils appellent un tout petit échantillon. Vous avez un petit échantillon d'obsidienne. Donc l'obsidienne, ben on dit tiens, ils se sont trompés, ils ont mis un bout de verre noir dans ma cuvette. Oui, c'est du verre. En fait, ça n'a pas pu cristalliser. Si ça avait cristallisé, ça aurait donné du quartz, d'autres minéraux, etc. Là, on est sur un magma très acide, pour que ça ressemble à du verre, c'est que c'est bourré de silice, qui n'a pas pu cristalliser. Et en fait, qui n'a pas pu cristalliser parce qu'il est trop riche en silice pour pouvoir cristalliser. Donc là, on est forcément sur le pôle le plus acide possible. Il y a trop de silice pour que ça puisse donner du quartz. Alors très facile à reconnaître, hein, avec, les cassures, qui sont vraiment caractéristiques. Le brillant qui est un brillant de verre et non pas, comme, par exemple pour la coulée de lave et ça ressemble pas du tout non plus à ce qu'on peut voir pour, les roches carbonées. Et puis si vous avez un doute et qu'il y a une cassure et bien vous découvrirez vite que c'est comme ça qu'on faisait les couteaux du temps de la préhistoire. Ça coupe. Et donc l'obsidienne, elle se forme plutôt, en Italie, mais on la retrouve dans
partout où il y avait des, des, des Homo sapiens, parce qu'il y avait tout un commerce de ces obsidiennes, parce que ça, on en faisait des couteaux. Et on utilise justement cette propriété hein, très très riche en silice pour faire cette- ce verre finalement, puisque c'est un verre. Donc là, il n'y a pas de cristaux, non pas parce que ça aurait refroidi de façon instantanée, hein, c'est pas ça la question. Il n'y a pas de cristaux parce qu'il y a trop de silice pour que ça puisse cristalliser. Donc forcément, dès que vous voyez une obsidienne, elle est au pôle le plus acide possible et elle n'a pas d'équivalent plutonique forcément. Pourquoi le fait qu'il y ait trop de silice, ça empêche la cristallisation? Alors ça, on l'a refait en labo. Quand on met énormément de silice, on tombe toujours sur cette forme amorphe de la silice. Elle n'arrive plus à s'organiser et à se structurer. Donc ça se reforme. Et nous c'est ce qu'on utilise quand on fait du verre. Qu'est-ce qu'on prend? On prend des sables de silice pur, on les fait fondre pour justement que ça redonne ça. Si on veut du cristal de roche, c'est une toute autre affaire. Et donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une ligne de roche plutonique, une ligne de roche volcanique, en partant d'un pôle basique et en allant d'un pôle acide. Et si vous hésitez, eh bien Manon a eu la gentillesse de vous faire le corriger. Mais essayez d'abord par vous-même. Moi, j'avais une question, juste par en général, parce que je suis allé aux îles Canaries. Aux îles Canaries, il y a ces caractéristiques, parce que sur les plages, il y a des sortes de pierres en popcorn. Mais je ne savais pas, est-ce que vous savez ou pas, Ah, là? il faudrait que tu me montres une photo parce que je vois pas. Ouais. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de volcans, c'est aussi Oui, il y en a, ouais, mais il faudrait que tu me montres une photo qu'on voit de quoi il s'agit. Mm. Du coup, ça, c'est pierre. Ah non, elle est beaucoup trop dense, tu vois. C'est cette densité-là, la pierre ponce. On n'en avait pas. Donc là, on est sur une roche qui est assez peu acide, mais on arrive à voir quand même des tout petits cristaux de quartz. Du coup, ce serait la même que celle-là, ou pas? Est-ce que... Alors, là, on en a clairement plus. Donc, celle-ci est bien plus acide que celle-là. Mais on a quand même un tout petit peu. Est-ce que c'est vraiment du quartz, ces minéraux-là? Si, oui, c'est du quartz quand même. Ah, celui-là, c'est une rhyolite, oui, sans hésiter. Bah, on va rester forcément dans la même catégorie, hein, Oui. puisqu'elles ont un petit peu de quartz, mais on en a une qui est plus acide que l'autre. Ok. Et sinon, on va les nommer avec son nom. Ben si. Ça ressemble à ça, en fait. C'est des choses comme ça. Je sais pas du tout, en fait, c'est une plage, c'est sur une partie de l'île, en fait, en île. Et je sais pas du tout ce que c'est. Non, là, je vois pas. Ok, je vois. C'est peut-être Oh. pas des croustillements, c'est des choses comme ça. C'est vraiment très caractéristique. C'est pas des gros grains de. Non, c'est curieux, on dirait un truc qui a recristallisé. Ouais, c'est assez particulier. Je sais pas, c'est juste pour ça. Bah écoute, mets le nom du site géologie et tu vas peut-être trouver. Je serais étonnée que personne ne se soit Ouais, non, c'est sûr. n'ait commenté. Il doit bien avoir un géologue qui explique ça. Ah oui. Hmm. Pour certaines roches, quand on n'a pas assez de silice, au lieu de former du quartz, on va former d'autres minéraux qu'on appelle des felspathoïdes. Donc en fait, c'est l'équivalent quand on peut pas former du quartz des, de ce qu'on a là-haut. Donc elles ont des noms un peu particuliers elles sont présentes dans le Massif central, donc elles peuvent être là dans des exercices. Mais pour la Grosne, on va faire comme s'il y avait que le triangle du haut qui intervenait. Et donc c'est à nouveau le même type de classification à 3 pôles. Donc là, on vous donnera la composition chimique, donc vous aurez le pourcentage de tous les minéraux. Vous ne gardez que les 3 types de minéraux blancs. Donc, on refait un petit calcul pour avoir 100% avec la somme des 3 minéraux blancs. Puis on fait comme précédemment. Eh bien, on va tracer et on va pouvoir positionner les roches à l'intérieur de cette classification et trouver leur nom. Donc, quand j'ai une roche plutonique, hein, c'est extrêmement facile.
Je regarde directement le pourcentage de chacun des minéraux. À G2E, ce qui n'est pas facile, c'est que vous avez les traits, les délimitations, mais vous n'avez pas les noms. Hein, c'est à vous de connaître les noms. À l'agro, vous avez les noms. Hein. Et on cherche plutôt à savoir si vous savez utiliser ce diagramme à 3 pôles. Maintenant, quand on a les roches volcaniques, comment on fait? Parce que tout un tas d'atomes sont justement restés dans le verre et donc on ne peut pas faire la somme des minéraux puisqu'il reste du verre. Donc, on va faire une imagination de la pensée. On va dire, ben, si ça avait eu le temps de cristalliser, qu'est-ce que j'aurais obtenu comme minéraux? Donc, on regarde la composition du verre et on fait cristalliser par la pensée les minéraux qui n'ont pas cristallisé. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la composition modale, hein, c'est vraiment une vue de l'esprit. À partir de la composition de cette roche volcanique, j'imagine ce qu'elle aurait donné comme roche plutonique et je vais la placer comme roche plutonique. Donc je crée une roche plutonique imaginaire pour arriver à la remettre dans la classification. Bon, c'est pas un exercice qui vous est demandé, hein, mais c'est intéressant de comprendre pourquoi on arrive quand même à mettre les roches volcaniques là-dedans, alors que par définition, leur pourcentage de minéraux en soi serait, enfin, si vous les prenez en brut, hein, ça n'a aucun sens. Il faut prendre le pourcentage de minéraux si le verre avait pu cristalliser. Et donc, on va pouvoir les classer. La convention, c'est qu'en majuscule, vous avez toujours les roches plutoniques, en minuscule, les roches volcaniques. Donc, effectivement, à chaque fois, on a systématiquement les deux. On ne va pas le refaire. Je pense que maintenant, vous savez utiliser un diagramme à 3 pôles. Hein. Décidément, un problème aujourd'hui de... Donc, à partir des minéraux, des roches, ce que l'on vous demande d'être capable de faire, donc identifier des minéraux. Ah, donc, surtout ne dites pas ce minéral blanc et du quartz, ce minéral gris translucide et du quartz, ce minéral blanc est forcément un feldspath. Vous avez vu que pour les roches volcaniques et pour les roches volcaniques seulement, la teinte générale est un indicateur de la teneur en ferromagnésien, donc puisque c'est inversement la teneur en silice. Donc c'est seulement pour les roches volcaniques. Ne le faites jamais pour les roches sédimentaires. La couleur d'une roche sédimentaire, c'est la couleur des impuretés ou des traces, etc. Ça ne veut absolument rien dire. Donc n'utilisez surtout jamais la couleur pour les roches sédimentaires. Seulement pour les roches volcaniques, où là, effectivement, c'est informatif puisque ça nous dit la quantité de fer et de magnésium qu'on retrouve dans le verre. Ensuite, ben, il va falloir avoir en tête la classification. Comment est-ce que les différents minéraux nous permettent de nommer les différentes roches. Et donc, un magma peut donner en profondeur une roche plutonique et en surface son équivalent volcanique avec exactement la même composition. Et donc, ce que vous allez essayer de faire dire à une roche, bah, c'est à partir de sa composition, est-ce qu'elle est basique? Donc, c'est le manteau qui a fondu. Est-ce qu'elle est acide? C'est la croûte continentale qui a fondu. Donc ça va déjà vous amener sur des scénarios un peu particuliers. La taille des minéraux vous dit à quelle vitesse ça s'est refroidi. Et donc, est-ce que c'est en profondeur ou est-ce que c'est en surface? Ça aussi, ça raconte une histoire différente. Parfois, vous avez des enclaves, donc ça raconte le fait que le magma, en passant, a arraché des morceaux des roches environnantes, ce qu'on appelle l'encaissant. Et puis, si vous avez une orientation préférentielle, ce qu'on appelle une texture fluidale, ben, vous pouvez donner le sens de l'écoulement de cette lave qui a orienté, donc souvent les minéraux, mais parfois orienté les bulles. On peut aussi découvrir cette structure fluidale à l'aide des bulles. Et donc, vous voyez que juste avec la composition, juste en étudiant à l'œil nu, on va pas pouvoir aller très très loin. En fait, en magmatisme, c'est beaucoup la chimie qui va nous aider, la composition des roches qui va nous permettre de faire parler davantage ces roches. Donc souvent, c'est juste une première approche dans un sujet, et puis après, derrière, on fait d'autres types d'exercices. Dans les exercices proposés, on peut vous proposer d'analyser un paysage ou une carte, parce que finalement, on va lire la même chose sur la carte. Et donc, on va faire une petite sortie géologique virtuelle dans le Massif central.
Donc notre objectif, ça va être d'expliquer le paysage et en particulier d'expliquer la morphologie des volcans. Donc les Auvergnats, ils disent pas volcan, ils disent puits. Donc quand vous croisez une carte IGN avec des puits, c'est pas qu'il y a des trous, hein, en Auvergne, c'est qu'il y a des volcans. La chaîne des puits, c'est la chaîne des volcans. Et donc on va essayer d'expliquer pourquoi tous les volcans n'ont pas la même morphologie. On va en profiter aussi sur la carte de Clermont pour faire un peu de base de la géologie, trouver des inversions de relief, faire de la datation relative entre les différentes coulées et puis voir si ça marche. Donc sur la carte, alors d'abord je vous localise la carte de Clermont-Ferrand. Donc on est ici, hein, on est donc à la frontière entre le Massif central que vous retrouvez. Donc ici on a un plateau hein, qui est le plateau du Massif central, et puis en dessous, plus bas, on a la plaine de la Limagne. Et donc la carte est à la frontière entre le plateau du Massif central et la plaine de la Limagne. Et donc là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est pas la plaine de la Limagne, mais c'est la chaîne des Puys qui est située sur le plateau du Massif central. Et donc sur cette carte, trouvez une inversion de relief, trouvez une datation relative entre deux coulées et vérifiez à l'aide de la légende si votre datation relative est correcte ou pas. Voilà. Formation volcanique quaternaire avant l'union des tectoniques. Ok. Et ça, c'est des projections. Des projections. Est-ce j'ai vu que le fait qu'il y ait des projections, c'est ça dans la demande uniquement pour les ouais. Mais du coup, c'est quoi comme une inversion, c'est quoi? Une inversion de relief, ça veut dire que ce qui était en bas au moment de sa formation est désormais en haut. Ok. Je fais un peu. Est-ce que j'ai 3 il me dit que j'enlève, je ne vois pas de loin. Ouais, non. Mais il y a marqué 3, mais je suis pas sûre qu'il y ait une nuance. Ah, j'aimerais que RCG. CRG, c'était CRG. Non, oui, CRG. Est-ce qu'il y a du volcanisme et des activités géologiques dans les autres planètes? Il y a eu, mais sur Mars, la tectonique est arrêtée, donc il y en a quasiment plus. Ah oui, d'accord. Mm. Mais est-ce que ça a une explication particulière ou est-ce que Ça dépend de l'évacuation de la chaleur. Ok. En fait, il faut qu'il y ait encore suffisamment de chaleur à l'intérieur pour qu'il y ait des mouvements de convection du manteau, qu'il y ait la tectonique des plaques. Et donc après, quand on dépasse un seuil de refroidissement, il y a plus de tectonique. En arrière, pareil? Bon. Ah bah ce sera, mais Ah bah il oui. va falloir un peu de patience. Ouais. Ok, d'accord. C'est-à-dire qu'avant, en fait, Mars et toutes ces autres planètes, avant, elles avaient une activité, alors que la Terre en avait pas. On veut dire, on aimerait bien. Nous, tout le monde en avait, mais elles se sont arrêtées. Ah oui, et c'est en fonction de la taille. Et ça fonctionne la taille, Ah, ok. clairement. Ouais. Mhm. On a peut-être trouvé une inversion de relief entre P, bêta, S, B et C.
Parce que lui, il a 1112 et celui, il a 979. Mais dans Les plus jeunes, on est supposé se déposer dessus. Oui, alors là, c'est un recoupement. C'est pas vraiment une inversion de relief, ça doit être par érosion. Vous cherchez pas au bon endroit. Oh. Alors, on va chercher une inversion de relief, c'est-à-dire que quelque chose qui s'est déposé en bas par érosion différentielle est maintenant en haut. Donc ici, on a par exemple le plateau de Gergovie qui est en hauteur, alors que quand on regarde le plateau de Gergovie, en fait, tous les plateaux que vous avez ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est des basaltes. Et qu'est-ce que c'est? C'est des coulées de lave. Bien sûr, les coulées de lave sont pas allées couler en hauteur. Elles ont emprunté les vallées comme le fait l'eau. Donc, au démarrage, les coulées de lave, elles étaient forcément en bas. Elles ont occupé les vallées. Et c'est par les vallées, justement, qu'elles sont descendues du plateau vers la plaine de la Limagne. Mais ce qu'on voit ici, alors soit vous regardez les altitudes, soit vous vous embêtez pas, vous regardez plutôt les figurés de solifluxion qui nous disent dans quel sens est-ce qu'il va y avoir les coulées de boue. Comme ça, on a directement le relief sans s'embêter à lire. Ben, on sait que forcément, tous ces plateaux basaltiques, ils sont en hauteur par rapport à la Limagne. Or, ils se sont posés dessus. Donc, ça veut dire qu'on a une érosion différentielle. Le plateau basaltique étant plus dur que les sédiments de la Limagne, désormais, tous les plateaux basaltiques sont en hauteur. Donc, on aura des inversions de relief quand on a une érosion différentielle, une couche dure sur une couche plus tendre. Et donc, il faut s'attendre à ce que dès que vous avez une coulée de lave sur des roches sédimentaires, vous ayez très très souvent des inversions de relief. Et donc là, c'est ce qui fait toutes les avancées. C'est pour ça que les camps romains, ils s'installaient sur les plateaux basaltiques, parce qu'ils sont en hauteur par rapport aux envahisseurs qui pouvaient venir de la plaine, puisque on ne peut rentrer que par le nord. Comme ça. Ensuite, pour les coulées de lave, eh ben, vous pouvez utiliser un principe de superposition. On voit qu'on a ici un grand plateau basaltique qui est on va dire en turquoise, et qu'on a dessus un autre qui est en bleu. Donc, si on fait de la datation relative, forcément celui qui est en dessous, a priori, est plus ancien que celui qui est en dessus. On vérifie les légendes, on nous dit ce qui est en turquoise, formation volcanique tertiaire, ce qui est en bleu, formation volcanique quaternaire. Donc effectivement, notre principe de superposition fonctionne bien, hein, là, il y a pas de surprise. On arrive à faire une datation relative des coulées les unes par rapport aux autres. Ou vous auriez pu faire prendre ces deux-là, hein, vous auriez eu la même chose. Celle qui est dessus est plus récente que celle qui est en dessous et faire de la datation relative. Donc on a un certain nombre de coulées qui ont quitté le plateau et qui sont allées sur la Limagne. Alors on va profiter de cette carte pour introduire la notion de schéma structural. Donc oui. Savoir l'épaisseur. Ah non, la carte ne vous donne pas l'épaisseur. Donc vous ne savez pas combien de mètres de lave sont présentes. Ce sont souvent des coulées assez épaisses de plusieurs mètres. Et c'est pour ça que quand elles refroidissent, elles font des orgues. Ce qu'on n'a pas à La Réunion, on a des coulées souvent beaucoup plus fines. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le même type de basalte à la fin. Alors, un schéma structural. On va y arriver. C'est plutôt pour ceux qui font G2E comme outil pour arriver à commenter la carte. Donc, un schéma structural, c'est votre compréhension de la carte. Ce n'est pas la carte simplifiée. Faire une carte simplifiée n'a aucun intérêt. Donc, la première chose à faire, c'est de trouver les grands ensembles de votre carte. Donc là, clairement, on a trouvé un plateau, on a trouvé une plaine et une délimitation entre les deux. Donc, on va commencer par faire un premier schéma. Donc, vous avez intérêt souvent à prendre de l'espace. Hein, donc, vous prenez carrément votre page A3. Vous vous laissez juste un peu de place pour la légende, donc soit sur le côté, soit en dessous. Il faut que ce soit grand. Pourquoi est-ce qu'on va commencer par les grands ensembles? C'est parce que c'est la première phrase par laquelle on va commencer son commentaire. Ma carte est constituée de deux ensembles que je vais d'abord commenter séparément, puis je montrerai le lien entre les deux. Un Roche-carte, c'est toujours la même méthode. Et puis ensuite, votre carte, votre schéma structural doit montrer ce qu'il y a d'intéressant sur cette carte. Donc, on ne se jette pas sur la carte, on se jette sur la légende. La légende va nous dire déjà de quel type de carte il s'agit.
Donc, on regarde, ah, du sédimentaire, du sédimentaire, du sédimentaire jusqu'au tertiaire. Tiens, il n'y a pas de sédimentaire au secondaire. Ah, bah déjà, ça c'est une première surprise. Puis après, à nouveau, du sédimentaire paléozoïque. Bon, ok, il y a tout un aspect sédimentaire intéressant. Globalement, les couleurs, c'est quoi? C'est gris, c'est jaune. Ah bon, bah, c'est le côté plaine de la Limagne. Ok, donc j'ai un ensemble sédimentaire du côté de la plaine de la Limagne et je vais voir si ça vaut le coup d'en parler ou pas. C'est quoi mon deuxième ensemble? Roche éruptive. On lit que les titres hein, pour démarrer. Roche éruptive hercynienne, socle anti-hercynien, volcanique, volcanique. Ok, donc j'ai un socle et j'ai des roches volcaniques. Mon schéma doit le montrer. Qu'est-ce que c'est que le socle? C'est tout ce qui est rouge, rose, jusqu'aux oranges là. Donc tout ça, c'est le socle. Donc je vais prendre un figuré de socle. Généralement, on choisit ce figuré-là. Tout ça, c'est le socle. Donc j'ai un socle qui date de quand? De l'hercynien. Donc j'ai un socle qui date du primaire. Et ensuite, bah, qu'est-ce que je vais commenter? Apparemment, ce qui est très détaillé ici, ce sont toutes les formations éruptives. Donc je repère toute une série de volcans. Donc est-ce que ça vaudra la peine de les distinguer ou pas? Bah là, il va falloir vraiment aller regarder. Donc j'ai toute une série de volcans et j'ai des coulées. Donc vous voyez que là, on n'a pas vraiment mis le nez dans la carte, hein. On met le nez dans la légende, on regarde de loin et on a déjà tous les grands ensembles. En fait, on a déjà la conclusion de la carte. On repère que les coulées, elles débordent sur la plaine et donc ça, ce sera quand on aura montré les contacts entre les uns et les autres. On essaye de bien se le représenter dans le temps. Le socle, il est primaire. Le volcan, il date de quand? Ah, les volcans, ils sont tertiaires et quaternaires. Ok. La plaine, elle date de quand? La plaine, elle est tertiaire. On lit juste la légende, hein. Donc, quand je raconte l'histoire, je la raconte toujours dans le temps. Je vais commencer par raconter l'histoire du socle, comment est-ce que ce socle se forme. Et puis ensuite, je vais devoir raconter comment les volcans du tertiaire et la plaine se forment ensemble. Et puis après, comment on continue au quaternaire à avoir encore des volcans. Et puis si j'ai du temps, je fais toujours risques et ressources. Alors, on essaye de regarder où c'est, donc où est-ce qu'ils les ont mis, souvent c'est par là. Quand il n'y a que ça comme élément, ça veut dire il n'y a rien. Hein. Le BRGM est obligé de signaler la moindre trace de quoi que ce soit. Ça n'a pas l'air d'être spectaculaire par ici, hein. Puis on voit, en jetant un coup d'œil, il n'y a pas de toponyme autour de mines, d'argent, de quoi que ce soit. Les ressources, hein, c'est pas ça qui va nous occuper. Par contre, on avait déjà repéré des figurés de solifluxion. Donc les aléas, oui, hein, les aléas, on va en avoir un petit peu. On va commenter un peu. L'aléa sismique lié au volcanisme, c'est fini, il n'y en a plus. Ah, donc pas la peine de partir sur les séismes. C'est fini. Le volcanisme de la chaîne des puits est terminé. AG2E, on sait qu'on n'a pas que la carte à commenter. Donc, on jette aussi un coup d'œil à qu'est-ce qu'il y a sur les côtés. Un schéma, ils disent schéma structural, mais en fait, c'est plutôt un élément géophysique puisqu'on a des anomalies de Bouguer, du socle, etc. Donc, ça va nous donner la structure en profondeur. Ça peut être intéressant. La coupe qui a été construite en utilisant ces éléments qui est à côté. Donc ça, je vois que elle est centrée sur la plaine de la Limagne, donc on va l'utiliser au moment de la plaine. Et puis un forage qui a été fait dans la plaine, et donc là, ça vaudra la peine. Donc, tout ça, on va l'utiliser quand on va commenter la plaine. Et donc un schéma structural, c'est juste se donner des grandes idées comme ça. Ensuite, nous là, aujourd'hui, on a décidé de faire du volcanisme, donc on va aller mettre le nez plus précisément sur ces volcans. Est-ce qu'ils sont tous les mêmes? Quand je regarde de loin, il y a 2 codes couleurs. Il y a des marrons et il y a des pas marrons. Ils sont orange, etc. Donc, si celui qui a fait la carte s'est donné la peine de faire 2 codes couleurs, c'est qu'il doit y avoir 2 types de volcans. Donc, on va aller regarder. Les marrons, qu'est-ce que c'est? Projection scoriacée. Donc, scoriacée, on sait, scorie, c'est lapilli. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est des volcans qui sont formés par l'accumulation de lapilli. Tous ceux qui sont marrons. Et les autres, c'est quoi? Projection. Ah tiens, c'est différent.
Il y en a un qui envoie en l'air du magma qui retombe et qui fait des petits lapillis, et l'autre qui projette. Et puis je vois quelque chose auquel j'aurais pas forcément fait attention. Il y a des lignes en pointillés orange, limite d'extension des nuées. Ah, ça fait des nuées ardentes, ça. Nuées trachytiques. Donc ça veut dire que j'ai deux types de volcans tout à fait différents. Il y en a un qui projette en l'air de la lave liquide qui retombe et qui fait des cônes, tous ceux qui sont en marron. Et il y en a un autre qui visiblement fait des projections et des nuées. Pas du tout la même chose. Il y en a un qui est explosif quand l'autre ne l'est pas. D'où le fait qu'il y ait deux codes couleurs. Et donc ce qui va être intéressant, c'est est-ce que je vais pouvoir faire de la datation relative? Parce que assez souvent dans l'histoire des volcans, on commence par des volcans qui ne sont pas explosifs et ça finit souvent en volcan explosif. Alors, est-ce que je vais pouvoir le retrouver ou pas? Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Et ça vaudra la peine. Et donc, j'ai l'essentiel du commentaire de la carte en ayant surtout analysé la légende. Donc, la chose la plus importante sur une carte, si vous voulez savoir ce qu'il y a à voir sur la carte, il y a quelqu'un qui s'en est occupé, c'est le concepteur de la carte, donc il a fait la légende en fonction. S'il y a des choses intéressantes, elles sont même dans les titres de la légende, directement. Repérez pour faire le lien avec tout à l'heure qu'il y a une légende filon, hein, quand ça recoupe et qu'on a du magma qui s'insère. Mais les coulées, uniquement de volcan. Ah ben une coulée de lave, forcément, il faut que tu aies un volcan au démarrage, hein. Ah bah oui, forcément, puisque les coulées sont tertiaires et quaternaires, les volcans aussi. Et donc, si tu arrives même à raccrocher une coulée à un volcan, tu pourras savoir quand a fonctionné ce volcan. Par exemple, celui-là, on a vraiment l'impression que la coulée part de ce volcan, donc peut-être que c'est sa coulée, mais peut-être pas. Peut-être qu'entre-temps, le cône, il a disparu et qu'un autre cône s'est formé. Donc, c'est à prendre avec précaution. Ah bah ça, c'est le concepteur de la carte qui a choisi. Il lui semblait plus intéressant de mettre la nature du volcan plutôt que la date de la coulée. C'est son choix. Donc, ça veut dire qu'a priori, c'est aussi ça qui est censé être être le plus intéressant. Donc, ah, alors, essayons de regarder justement la morphologie de ces volcans. On nous dit qu'il y en a de deux types. Est-ce que ça se voit vraiment? Ben, repérez que tous les marrons, ils ont au sommet un petit cratère visible par l'ombrage. C'est le même ombrage que sur les cartes IGN. Donc ça fait un cône avec un cratère. Donc ça veut dire qu'on peut associer les deux, hein, c'est vraiment systématique. Dès que vous avez un cône formé de scories, il y a toujours un cratère. C'est assez logique. Pour avoir des scories, ça veut dire qu'on projette en l'air des petites gouttes de liquide qui retombent. Forcément ici, même s'il y a des choses qui retombent, bah, à la prochaine projection, ils sont réemmenés. Donc vous aurez toujours un cratère quand vous aurez des lapillis qui viennent former le cône. C'est juste que le cratère, bah, c'est de là où la lave sort à l'état liquide et emporte systématiquement ce qui retombe dans le cratère. On peut voir sur ce volcan-là quelque chose qui arrive aussi. Repérez que la coulée, elle démarre sur le flanc du volcan. Donc de temps en temps, on a le flanc d'un volcan qui s'ouvre et la coulée qui démarre directement du flanc du volcan. Donc ça arrive. Sur un petit volcan comme ça, c'est pas bien grave. Mais quand c'est le piton de la fournaise, c'est une autre affaire, hein. Et donc ça, c'est ce qu'on va surveiller en termes d'aléas. Est-ce que on a la coulée qui démarre du sommet du volcan comme attendu, ou est-ce que c'est le flanc du volcan qui s'ouvre et la coulée qui directement coule directement à partir du flanc? Parfois, ça emporte même une partie du volcan. Où est-ce qu'on l'a celui-là? Alors, il y en a un très au sud, mais du coup, il est plus sur la carte. Celui-là, il est recoupé. Là où on est. Ouais, ici on l'a, mais il est pas très très beau. Il y a des fois, ça se voit mieux. Sur celui qu'on appelle le Puy de Chaumont, ouais, il manque un bout, mais c'est pas le plus spectaculaire.
plus au sud sur la carte, mais du coup, c'est pas sur cette carte-là, on a un demi-cône et une coulée qui part. Donc parfois, en fait, la coulée est tellement forte qu'elle emporte la moitié du volcan. Et donc, c'est tout le côté qui s'en va avec la coulée. Ça peut arriver aussi. Sur la carte, quand il y a écrit bleu, bleu, Bah si, c'est écrit. Si, c'est écrit. La chose la plus importante d'une carte, c'est sa légende, toujours. Mm. Donc, pas de surprise, c'est écrit. C'est dedans. Hein, ils ont bien distingué exprès les coulées des projections. Pas du tout pareil. Donc les coulées, hein, c'est vraiment de la lave liquide qui coule et puis qu'après qui fige. Donc et puis au contraire, les projections, c'est des éléments qui ont été fragmentés et projetés au loin. Donc si on cherche le deuxième type de volcan, donc ceux qui sont plutôt associés aux projections, repérez que leur sommet est orange. Donc le sommet, c'est ce qu'on appelle protrusion ou dôme. D'ailleurs, on l'appelle le puits de dôme parce que ça fait un dôme, ça fait pas un creux. Donc cette fois-ci, on n'a pas de cratère. La structure est tout à fait différente. On a un dôme. Donc ça dans le paysage, ça se voit tout de suite, hein. Des volcans avec des cratères, c'est ceux qu'on vous montre toujours dans les pubs. Donc c'est les volcans constitués de scories ou de lapilli, hein, c'est la même chose. Et puis au contraire, on a les volcans en dôme. Donc on repère que ce qui fait le dôme, c'est de la trachyte. C'est toujours marqué comme ça sur la légende. C'est en orange, c'est de la trachyte. La trachyte, c'est acide. Donc ça veut dire que c'est très visqueux, ça peut pas couler. Donc ça monte, en fait. Là, ce qu'on nous montre pas, c'est que c'est c'est de la trachyte visqueuse qui est montée et puis qui s'est arrêtée parce que ça peut pas couler. Seulement, ça s'arrête généralement pas juste comme ça. C'est qu'il y a les gaz qui montent avec. Et les gaz, ils peuvent pas facilement sortir de la trachyte parce que justement, elle est très visqueuse. Donc les gaz ont du mal à partir. Donc la plupart du temps, eh ben, ça explose. Donc prouvons que ça explose en allant chercher dans la légende. On a gaine de projection. Donc on voit qu'il y a des projections autour du volcan qui viennent se poser sur la trachyte. Bon, ça c'est gentillet, on va dire, hein, c'est à proximité immédiate du volcan. Donc oui, il a fait exploser des morceaux, mais les morceaux sont retombés directement ici sur les bords. En termes d'aléas, c'est pas grand-chose. Par contre, on voit la limite d'extension des nuées trachytiques. Donc ça veut dire que c'est des nuées ardentes. Donc si on cherche par exemple celle-là, elle vient jusque là, elle sort de la carte, elle vient jusque là et elle est centrée sur le puits de Dôme. Donc ça, c'est probablement le puits de Dôme qui a fait une nuée ardente, qui est partie surtout vers le sud. Et ce qu'on voit, c'est que l'extension d'une nuée ardente est bien supérieure, par contre, à l'espace du volcan. Et elle est très au sud et occupait tout l'espace. Donc c'est un très fort aléa. Par contre, aucun risque, hein, il n'y avait pas le moindre humain à l'époque à cet endroit-là. Mais les nuées ardentes dans les zones habitées, hein, on voit qu'elles vont aller bien au-delà de la zone même du volcan. Elles s'étendent beaucoup plus loin. Vous avez aussi des projections qui sont des projections en recouvrement. Donc là, on en trouve un certain nombre, là aussi, là aussi. Donc on est toujours sur différents types de projections. Donc là, c'est des projections de blocs, hein, on n'est plus sur des lapillis, hein, c'est des blocs un petit peu plus importants. Et puis on a autre chose qui est particulier en Auvergne, c'est ce qu'ils appellent des mares, avec 2 A et pas de E. Donc ce n'est pas du tout une mare, c'est un gros trou. Alors quand on voit cet énorme trou, on se dit: «Beh, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'à cet endroit-là, il y en a?» Alors où est-ce qu'il est sur la carte? Par exemple, là, on a des projections de mares qui sont ici, dans ce secteur-là. Ça, c'est quand le volcan a rencontré une nappe phréatique. Donc on a de la lave qui rencontre de l'eau qui se vaporise instantanément, augmentant la pression et tout explose. Et donc à la place, on va trouver un grand trou dans lequel généralement vient se réinstaller plus tard un étang tout simplement parce qu'on a un trou.
Donc là, on a des énormes explosions. On va retrouver des gros morceaux de roche qui sont dus au fait que la lave a rencontré de l'eau. Et ça, c'est extrêmement explosif. Donc ça, c'est quelque chose qu'on surveille beaucoup en termes d'aléas. Est-ce que dans la montée de ce magma, est-ce que le magma risque de rencontrer ou pas une nappe phréatique? Parce que sinon, c'est autant de volume d'eau qui devient de volume de gaz et qui augmente la pression. Donc ça se surveille surtout en Guadeloupe, où il y a beaucoup d'eau qui s'infiltre dans le volcan et où alors on le sait parce qu'il y a tout un tas de séismes qui sont dus au fait que l'eau s'infiltre, se rapproche de la zone chaude et déjà en passant en vapeur crée déjà des séismes. Mais bon, c'est quelque chose qui est vraiment donc deux grosses sources d'aléas. Est-ce qu'un magma, quelle que soit sa nature, rencontre l'eau? Premier problème. Ou est-ce qu'un magma acide fait des nuées ardentes? Tu prends la légende et tu regardes et tu vois qu'il y a des projections ici. Alors, il y a un volcan qui s'est remis dessus. Hein. Là, tout là, il devait y avoir un gros trou, mais il y a deux volcans qui se sont réinstallés dessus. Donc, sur cette carte-là, c'est pas ce qu'on voit le mieux. Mais si vous avez des cartes IGN, souvent des cartes IGN qui sont un petit peu plus sur le sud, vous avez des étangs à peu près circulaires qui s'appellent mares de je sais pas quoi. Bah, c'est justement un endroit où on a eu une explosion. Une question, comment on peut justement différencier un gros trou comme ça d'une cratère de météorite? Bon, aucun problème. Le cratère de météorite, tu as toutes les figures d'impact avec les minéraux associés. Donc, et puis c'est pas du tout le même type de projection. Avec un cratère d'impact, c'est les roches qui sont là en surface qui se réémettent à côté et qui fondent généralement sous l'effet de l'impact. Là, pas du tout. Là, tu as tout qui explose et les morceaux intacts sur lesquels tu n'auras pas de fusion qui vont se projeter. Donc, ça donne pas du tout la même chose et on n'a pas la moindre hésitation entre les deux phénomènes. L'impact de météorites en France, il est par là. Je sais plus où. Tu sais où c'est l'astrolabe de Rochechouart? Non? À chercher par là. Le grand site d'impact météorique de France. On n'en a qu'un. Par contre, des mares, ça vraiment, ça manque pas. Hein. Mhm. Donc, à retenir, les volcans basiques, ils ont toujours un cratère et ils ont un cône formé de lapilli. Les acides, ils n'ont pas de cratère, ils ont un dôme. Et surtout, ils font des nuées et ils font des projections. Donc tout dépend de la nature du magma. La nature du magma va déterminer l'aspect du volcan, l'aspect des projections et donc les aléas qui sont associés. Et donc si vous retrouvez en carte les volcans, bah, vous avez directement la nature du magma qui est en dessous juste par la morphologie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous demande de savoir faire. Retrouver la nature du magma d'après la morphologie des volcans. Et donc ici, bah, ce qu'il faudra expliquer, c'est pourquoi on a à la fois des volcans basiques et des volcans acides, visiblement pas au même moment, parce que si vous regardez, les volcans acides recoupent toujours les basiques, donc ils sont plus récents. Elle est où la lave? Elle arrive par-dessous. Hein, on a la chambre magmatique et qui vient alimenter en dessous. Mais là, pas, enfin, peut-être que des projections. Ah oui, bah alors, de temps en temps, si ça a envie que ça coule, bah, ça peut couler aussi, tout va dépendre de la quantité de gaz. Quand il y a beaucoup de gaz, ça projette, quand il n'y a pas beaucoup de gaz, ça coule. On a, on a les deux. Mais effectivement, on a aussi des coulées de lave, beaucoup de coulées de lave dans un magma basique. Acide, non, malheureusement, ça coule plus. Ça coule tellement plus que ça explose. Mmh. C'est bien le problème. Mmh. Et puis, bien sûr, on a tous les intermédiaires entre les deux extrêmes. Donc, quand vous dessinez un volcan et que vous avez de la trachyte, vous dessinez pas de coulée de lave. Ça coule pas, ça explose. Mmh. Le Vésu, est-ce que c'est passé avec le Vésu avec la population Nuit ardente avec les ponces. C'est pour ça qu'on le surveille. Hein. Mmh.
c'est descendre sur des gaz extrêmement chauds. Et c'est pour ça que ça va très très loin. Et ça transporte des blocs quand même, hein. C'est pas que du gaz, hein, ça transporte aussi des petits blocs sur la vapeur d'eau. Mais l'essentiel des dégâts est dû à la température des vapeurs, c'est ça le problème. Et dans un deuxième temps, la toxicité due aux ponces. Mais les gens sont déjà tous morts à 300 degrés, hein. On respire, les poumons ils sont brûlés, on passe à autre chose, hein. Oui.